un groupe, s'il n'agit pas, il ne sert à rien. D'accord? Vous le mettez dans la déchetterie, c'est recyclable, surtout le groupe cyclique. Et ici, notre groupe cyclique, euh, on, on va essayer de faire en sorte qu'il serve à quelque chose, et donc il va agir. Et on va voir quelles sont les actions. On peut voir toutes les actions d'un groupe cyclique, ça c'est pas difficile. Et on va voir qu'un groupe cyclique, comme action, c'est un espèce de robot tournant, quoi, qui sert à faire d'accord, qui sert à visser des écrous en quelque sorte. Hein, c'est un peu ça. Mais il peut en faire plusieurs à la fois. C'est ça qu'on va voir. Donc, prenons G égale le groupe cyclique d'ordre n, engendré avec un générateur petit a, et on veut décrire, le but c'est de décrire ces actions sur un ensemble déjà fini, hein, de taille m. D'accord. Je vous rappelle qu'une action, c'est la donnée d'une application de g croix x dans grand X, qui a gx donne g.x, et qui vérifie deux axiomes, un axiome de trivialité et un axiome de pseudo-associativité. Mais là, ce dont on va se servir, c'est qu'une action, c'est en fait un morphisme de G dans le groupe de permutation de X, qui a G donne phi indice G, et ce qui fait le lien entre les deux définitions équivalentes de l'action, c'est que phi G de X, c'est rien d'autre que G.X ici. Et en fait, les axiomes A1 et A2 n'étaient que des axiomes pour assurer que phi, ici, défini ainsi, est un morphisme. Voilà. Oui, l'axiome 1 correspond à phi de E, c'est l'identité là, et l'axiome 2 qui va correspondre à phi de AB est égal à phi de A, phi de B. Et maintenant, regardez, finalement, on cherche des actions, toutes les actions du groupe cyclique sur un ensemble grand X, ça revient à regarder tous les morphismes de G dans le groupe, pour la loi Ronde, hein, S de X, le groupe des permutations. Et S de X, bah, il est isomorphe à SM, S indice M, d'accord, le groupe des permutations de 1 à n, il suffit de numéroter les éléments de X de 1 à n, et G, bah, il est isomorphe, lui, à Z sur NZ, ça on le sait puisqu'il est cyclique d'ordre n. Donc maintenant, il suffit de connaître tous les morphismes de Z sur NZ dans SM. Maintenant, c'est pas évident tout de suite, mais ce qui est évident, c'est de trouver tous les morphismes de Z dans SM. Il suffit de se donner l'image de 1, puisque 1 est générateur de Z. Bah, à partir du moment où on a 1, bah, phi, donc je cherche les morphismes phi tilde. Hein, donc phi tilde de 1, bah, je me donne sigma quelconque, la donnée d'un sigma complètement arbitraire dans SM, donc c'est une permutation arbitraire, et je vais définir l'application qui a K donne sigma puissance K, et ça va me donner un morphisme de Z plus dans SM rond. Maintenant, il faut qu'elle passe au quotient, d'accord? Donc bon, je vous passe un petit peu l'analyse synthèse qui est derrière ça. Mais on veut maintenant le passage au quotient, parce que ce qu'on veut, c'est pas phi tilde, c'est phi qui est passage au quotient finalement de phi tilde. Donc Z sur NZ, pour que ça passe au quotient, il faut que NZ soit dans le noyau. Donc il suffit que N soit dans le noyau, et que N soit dans le noyau revient à dire que sigma N est égal à l'identité. D'accord? Comme ça, on a tout NZ là-dedans, et on a un morphisme ici de Z sur NZ dans SM. Réciproquement, quand on a un morphisme de Z sur NZ sur SM, rien ne nous empêche de le prolonger par Z, d'accord, à gauche, et on va avoir un morphisme de Z phi tilde de Z dans SM en le prolongeant par la surjection canonique de Z sur NZ. Bien, donc finalement, ce qu'on a montré ici, et j'espère que vous êtes convaincus, c'est que l'action de G sur X est uniquement, donc une action hein, de G sur X, est uniquement déterminée par la donnée d'un sigma de S de X, d'accord, mais pas arbitraire, pas tout à fait arbitraire, tel que sigma n est égal à l'identité de X. Bon,
je devrais l'écrire un petit peu mieux. Déjà, ici, c'est une action, et puis déterminer E, et puis ici, c'est l'identité de X. Bon. Et comment on le détermine? Ben, on prend notre générateur A, qui a été choisi, et on va poser sigma égale phi de A, ce qui va faire que phi des AK, ça va être sigma puissance K pour tout K. Et là, ça va être bien déterminé. Si on veut l'action sous cette forme, il suffit d'identifier ça et ça, et là, c'est terminé. Donc maintenant, regardons les choses de façon plus pratique. Comment ça agit vraiment sur X, d'accord? Parce que là, on était un petit peu dans les limbes des actions de groupe, et là, on va regarder ça vraiment sur X. Et bien, sigma, lui, il se décompose en cycles à support disjoint, C1, C2 jusqu'à CK, où les CI sont des cycles de taille TI, d'accord? Je vais compter dans ces cycles les cycles singletons, hein, d'accord? C'est ce qu'on ne le fait pas généralement, mais là je vais le faire parce que ça va être utile pour partitionner X. Et l'ordre de sigma, c'est égal, on le sait, au PPCM des tailles des cycles, c'est-à-dire le PPCM pris sur tous les I, hein, des TI. Et ce qu'on veut, c'est que sigma n soit égal à l'identité, c'est-à-dire que l'ordre de sigma divise n. Donc on veut que le PPCM des TI divise n, c'est-à-dire on veut que tous les TI, d'accord? Donc tous les TI divisent n, quel que soit i. C'est équivalent, d'accord? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Maintenant que ce sont des cycles à support disjoint, ça veut dire que x, ici, voilà par exemple C1, d'accord? Ça, c'est les éléments de X qui correspondent à C1 et qui sont ordonnés de façon cyclique, dans le sens de C1. Voilà donc toutes les... Après, j'ai mis aussi des singletons, hein, d'accord? Puisque là, j'ai dit que je décidais de prendre les cycles singletons, ce qui va faire que X est complètement partitionné par ces cycles, puisque je les ai tous comptés, même les singletons, et ils sont à support disjoint. Donc j'ai une partition ici, et je sais que sigma, ben, il tourne d'un cran, d'accord? Sigma, c'est tourner d'un cran, ces points qui sont fixés sur des espèces de cercles imaginaires, d'accord? Voilà, comme ça. Et je sais que à chaque fois que je prends donc ce qu'on appelle une orbite, et là, orbite, le mot est bien trouvé, parce que c'est l'idée d'un truc qui tourne comme ça, hein, d'accord? Donc, à chaque fois qu'on prend une orbite, bah, la taille de l'orbite, c'est TI, d'accord? Voilà, T indice I, et toutes les tailles ici divisent N. Donc maintenant, on a compris ce que fait, quelles sont les actions d'un groupe cyclique sur un ensemble. Fini, ça veut dire, ça revient à partitionner cet ensemble, d'accord, en orbite de taille TI qui divise N l'ordre du groupe, et de les ordonner de façon cyclique, de sorte à ce que on tourne, l'action consiste à tourner d'un cran. C'est comme plein de petites horloges, d'accord, mais des horloges qui avanceraient à chaque fois tout en même temps d'un cran, et ça c'est l'action de A, et de K cran, ce serait l'action de A puissance K. Voilà, alors un petit plus sur les actions de groupe cyclique. Le plus typique, c'est que Z sur NZ agit par permutation cyclique, comme on dit, sur X puissance N. On prend X, un ensemble, d'accord, fini ou infini, ça c'est pas grave, et on regarde l'ensemble des n-uplets qu'on peut créer avec des éléments de X. Et en fait, on a cette action cyclique K bar de X1 jusqu'à Xn, c'est X1 plus K jusqu'à Xn plus K, mais où les indices sont vus modulo n. On voit bien que ici, comme 1 plus K bar, d'accord, est égal à 1 bar plus K bar, c'est bien défini, hein, d'accord. Voilà. Avec ceci, avec cette action, d'ailleurs, vous remarquerez que ce serait encore bien défini si, à la place de n ici, on prenait un m quelconque qui divise n, hein, je vous laisse vérifier ça, et on a
un certain nombre d'actions célèbres parce qu'elles ont aidé à prouver des théorèmes. D'abord, le lemme de Cauchy qui dit que si G est d'ordre n et P premier qui divise n, alors il existe un élément de G d'ordre P. Et pour ça, l'action, c'est on regarde Z sur PZ qui agit par permutation sur G puissance P, exactement comme ici, et on remarque que la partie X de G puissance P va être stabilisée par l'action, où X c'est l'ensemble des P-uplets, d'accord, d'éléments de G évidemment, tel que le produit ordonné comme ça, parce que G il n'est pas forcément commutatif, tel que le produit ici est égal à E. Et ensuite, on passe à la formule des classes. On a aussi la loi de réciprocité quadratique qui dit que le résidu quadratique de P modulo Q, P et Q sont deux nombres premiers impairs. Hein. On peut calculer le résidu quadratique de P modulo Q en fonction de Q modulo P par cette formule, parce que le produit c'est moins 1 puissance P moins 1 sur 2, Q moins 1 sur 2. Et pour ça, eh ben, il suffit de faire agir Z sur PZ sur, alors on a encore des P-uplets, exactement comme ici, mais d'éléments de FQ, maintenant, et avec la contrainte, comme ici on a une contrainte, de la somme des carrés est égale à 1. Voilà. Et ensuite, on attaque avec la formule des classes. L'idée globale qui fait marcher ces deux preuves, c'est que Z sur PZ, comme P est premier, il n'a que deux sous-groupes à cause de Lagrange, c'est-à-dire le groupe trivial et lui-même. Ça veut dire que des orbites, on en a de deux tailles, puisque une orbite, c'est le groupe Z sur PZ quotienté par un stabilisateur, et qu'un stabilisateur, c'est un sous-groupe, donc c'est un de ces deux-là. Et ben, dans le premier cas, on va avoir P, d'accord, la taille de l'orbite sera P, et dans l'autre cas, ce sera P sur P, donc ce sera 1. Donc, maintenant, on a deux tailles d'orbite, et dans les deux cas, on s'intéresse en fait à l'existence et le nombre d'orbites de taille 1. Puisque c'est ça, ici par exemple, bon là c'est un peu plus dur, mais ici c'est ça qui va nous donner les éléments, soit E en fait, soit les éléments d'ordre P. Voilà. Alors, juste ça, c'est fait dans le Francino Gianella, vraiment très très bien, je vous le conseille. Ça, c'est fait dans H2G2, le chapitre 5 de NH2G2, hein, voilà. Et bien sûr, je termine sur le collier de perles qui est fait dans NH2G2, donc le fameux collier de perles. Bon, ça c'est l'action peut-être la plus jolie qui est. Bon, non, elles sont toutes jolies. Allez, mais celle-ci, elle est un peu plus impliquée dans les actions parce que ça demande la formule de Burnside et ça a été fait déjà dans une de mes vidéos. Voilà, on va arrêter là sur les groupes cycliques pour l'instant.